aujourd'hui pour vous faire un update de graphique. Franchement aujourd'hui, normalement je vous tourne 2 vidéos et je les trouve pas excessives, contrairement à d'habitude. J'attends trop longtemps d'habitude, mais comme en ce moment, niveau rythme de lecture, c'est pas la folie, que ce soit en graphique ou en normal, entre guillemets, en roman, et bien écoutez, les 2 prochaines vidéos de moi toute seule que vous verrez seront très raisonnables, entre guillemets. On va commencer tout de suite avec un manga. Voilà, j'ai tellement perdu l'habitude, je ne sais plus présenter dans le bon sens, c'est terrible. Donc il s'agit de Ningyo, si ça se dit comme ça, de Mato et Mr. Tan aux éditions Glénat. Donc l'auteur de Mortel Adèle, mais là, aucun rapport, puisqu'on va suivre un héros dont j'ai perdu le nom, qui est japonais, et dont le grand frère s'est suicidé dans la fameuse forêt des suicides. Alors je sais pas quel est son vrai nom. La forêt d'Aokigahara, voilà. Donc qui est réputée pour être une forêt, si vous connaissez pas le folklore japonais, où énormément de monde vient se suicider chaque année. Voilà. C'est un peu triste que ce genre de forêt existe, mais que voulez-vous? Et du coup toute l'histoire va tourner autour de ça, parce que le petit frère va aller enquêter sur ce qui s'est passé, pourquoi son grand frère il a fait ça, alors que lui il l'idéalisait, etc., etc. Je lui ai mis 8,5 sur 10, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Je suis pas une grande fan des dessins, mais comme toujours avec Mr. Tan, j'ai adoré l'histoire. On va vers un côté un peu fantastique qui m'a intéressée, qui était sombre, qui était un peu... pas gothique non plus, mais il y avait un peu cette dimension obscure, pesante, qui m'a pas mal plu, presque comme un thriller en fait. Et c'était fort sympathique. Après, je lui ai mis 8,5, mais avec le recul, je suis en mode oui, c'était sympa, mais c'était assez spécial. Et spécial ni neutre, enfin neutre justement, ni bien ni mal. Juste c'était vraiment un peu spécial, un peu bizarre. Donc à voir si vous apprécierez. Moi j'ai trouvé ça sympa. Maintenant avec le recul je l'aurais peut-être pas mis 8,5, mais c'était quand même une très bonne lecture. En tout cas sur le moment ça m'a manifestement beaucoup plu. Ensuite je me suis acheté et j'ai lu Les Sœurs Grémillet, donc le tome 3, Le Trésor de Lucille, de Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Je pensais que le 3e serait le dernier, mais il me semble que ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère ne pas vous dire de bêtises cette fois. Mais en tout cas celui-là, c'est le 3e, quoi qu'il en soit. Je l'ai nommé 8,75 sur 10, et vous allez me dire « Clem, si c'est pour faire des virgules pareilles, franchement, note sur 20 ». Ouais, alors d'habitude j'en ai pas besoin, mais j'ai lu plusieurs graphiques à ce moment-là, je vous les détaillerai après. Et en fait, je voulais le noter plus qu'un que j'avais mis 8,5, mais moins que un j'avais mis 9, je crois, un truc du style. Donc bah, c'était la seule solution, hein, les mathématiques, mesdames, messieurs. Donc 3e tome, on va suivre Lucille la plus jeune des 3 sœurs Grémillet, qui est donc très rêveuse, toujours à vouloir aider tout le monde, à vouloir sauver tout le monde, mais elle plane un peu, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ces grandes sœurs qui passent leur temps à se crier dessus, on va dire ça comme ça, elle en a ras-le-bol, donc elle se barre à un autre moment, sauf que ils vont être en mode mais où est-ce qu'elle est barrée, etc., etc. Et c'était très sympa, c'était très mignon, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'espère qu'on aura d'autres aventures effectivement, parce que moi j'adore leurs aventures. Il y a toujours une petite dimension d'enquête que j'aime beaucoup dans ces BD, même si ça reste très subtil, on va être honnête. Et il y a une cause engagée, on va dire, qui est soulevée, et j'ai trouvé ça très mignon et très adorable. Mais comme ça spoilerait un petit peu ce tome-là, j'ai pas envie de vous le lire. Mais c'était très chou, et j'aime vraiment toujours autant cette série. Ensuite j'ai voulu commencer une nouvelle série parce que je trouvais que la couverture était magnifique. Je trouve toujours autant qu'elle est magnifique. Donc Amelia Woods, le tome 1, Le manoir de Lady M, de Carole Breteau et Morgane Lafille aux éditions Vent d'Ouest. Elle est géante, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux précédentes ou à la taille de mon visage, mais cette bande dessinée est géante. Alors de manière très étrange et curieuse, je mélange avec une autre BD que je vais vous présenter après, parce que dans les 2 cas, on démarre sur une jeune femme qui va arriver dans un manoir et qui va emménager dans ce manoir, et il va se passer des choses mystérieuses et magiques dans le manoir, et du coup je mélange un peu les deux. Mais les 2 lectures ont été excellentes, donc c'est pas grave que je mélange un peu les deux, je me relirai, c'est sûr, les tomes 1 avant de passer au tome 2. Donc celui-ci, je lui ai mis 8,5, donc je pense que c'est parce que je voulais tout à l'heure mettre plus aux sœurs Grémillet, mais moins que je ne sais plus quoi, on verra après. Mais plus que celui-là en tout cas. Donc le pitch de base, c'est qu'elle est ornithologue, si je dis pas de bêtises. Elle est venue étudier les oiseaux. Et elle va donc arriver dans le manoir de Lady M, je suppose. Et depuis le décès de sa mère, ça nous dit derrière, elle est assaillie par des émotions incontrôlables. Parce que je crois que quand elle touche les gens, elle a des visions, etc. Mais c'était très sympa, et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Surtout que ça finit sur un truc, je suis en mode... Ok, on part là-dessus. Et bien très bien, hâte d'avoir la suite du coup. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais quand je vous avais présenté le premier tome des Sortilèges de Zora, j'étais en mode, le 2e, ce sera sa dernière chance. Parce que le premier
la fin laissait présager un truc bien pour la suite, mais clairement tout le tome m'avait déplu. Donc je me suis lancée dans Les Sortilèges de Zora, tome 2, La Bibliothèque Interdite, de Judith Peignen et Ariane Delrieux aux éditions Vent d'Ouest aussi. Et bien écoutez, ce deuxième tome a largement relevé la barre, puisque je lui ai mis 8 sur 10. Donc je continuerai probablement la série, mais c'est vrai que le premier tome est sorti par les trous de nez. On suivait Zora, qui est donc une préado, je crois qu'elle est au collège, mais j'ai un doute. Ouais voilà, sorcière de 12 ans. Et sa grand-mère va vouloir l'envoyer au collège normal, et va donc la restreindre de ses pouvoirs magiques, sauf qu'elle va réussir à s'en libérer. Enfin, à libérer ses pouvoirs magiques quand même, et elle doit le cacher à sa grand-mère, etc. etc. Et le premier tome, elle était insupportable, et dans ce deuxième tome, écoutez, je l'ai trouvé beaucoup mieux, voilà. Peut-être qu'elle était apaisée par ses relations avec d'autres persos, bon, elle m'a quand même un peu saoulée à des moments, mais ça allait largement mieux. Il y avait une jolie petite morale à la fin qui m'a pas sorti de mes gonds. Donc, on va pas dire non plus que j'ai une envie incroyable de lire le suivant, mais je poursuivrai la série pour l'instant, en espérant qu'elle fasse pas 15 tomes, parce que là sinon ça va un peu me saouler. Mais pour l'instant, écoutez, je suis partie pour le suivant, c'est sûr. Avec grand enthousiasme, peut-être pas, mais je suis quand même partie pour le suivant quand il sortira. Comme d'habitude, j'ai l'impression de vous faire un sprint pas possible, mais écoutez, si j'ai rien à vous dire de plus sur chacun d'entre eux, j'ai rien à vous dire de plus. Le truc là, c'est que je suis en train de vous parler de livres qui... Enfin, le premier dont je vous ai parlé, je l'avais lu fin mai, moi je suis mi-juillet, vous comprenez que c'est pas très frais dans ma tête. Là, le livre que je vais vous présenter, puisque je vous le présente dans l'ordre chronologique, Dahlia, artisane magicienne, je l'ai lu plutôt mi-juin, fin juin, donc vous voyez, c'est toujours pas frais. Donc c'est le tome 4 de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi, Ekai, aux éditions Komiku. Je vous avais dit que le tome 3 avait été un coup de cœur, donc j'avais de grosses attentes pour ce tome 4. Il m'a un peu déçue, donc je pense que c'était plus le 3 qui était l'exception plutôt que ça monte en flèche. Je lui ai quand même mis 8 sur 10, donc c'est pas dégueu non plus, mais vu que ça vient juste après un coup de cœur, c'est pas fou non plus. Voilà. Dans celui-là, c'est parce qu'on parle beaucoup plus d'économie, de gestion, etc., qui n'est pas la dimension qui m'intéresse le plus dans cette histoire, donc c'est pour ça que ça a un peu fait un flop par rapport au précédent. Je vous rappelle quand même le pitch, on suit une héroïne, Dahlia, qui a eu une autre vie dans notre monde, où elle connaissait l'électricité, la technologie, etc. Puis elle va mourir, c'est pas un spoil, ça arrive vraiment au tout début du premier tome, et va se réincarner, enfin, va renaître si vous voulez, dans une toute petite fille, enfin va naître en même temps que la petite fille, vous avez compris, je ne sais plus parler, dans un monde de fantasy où il n'y a pas d'électricité, mais il y a des pierres magiques. Et en fait, elle va vouloir essayer de créer les objets de notre vie à nous, dans ce monde magique grâce aux pierres magiques. Par exemple, au tout début de l'histoire, quand elle est gamine, elle essaye de créer un sèche-cheveux, avec une pierre de feu et une pierre de vent, je pense, un truc du style. Et c'est très chou. Moi j'aime beaucoup la dimension amicale, la dimension peut-être romance, pour l'instant c'est de l'amitié mais on sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a une romance au début, enfin bref, moi je trouve ça très chouette. Il y a toute la dimension économique de comment tu montes ton business là-bas, en tout cas dans ce monde de fantasy, comment tu passes des commandes, etc., etc., les relations aux gens plus ou moins professionnels ou pas. Enfin, moi je suis pas très dans ce truc économe, on va dire ça comme ça, entreprise, etc. Mais je trouve ça intéressant à suivre. Donc cette série là c'est sûr je la poursuis parce que je l'adore, mais j'étais un peu déçue par ce tome là. Peut-être que dans le tome suivant il y aura plus de relations humaines, mais là c'était pour le coup des relations professionnelles et économiques qui m'intéressent un peu moins, on va être honnête. Je me suis aussi mise à jour dans Animal Jack, donc ça c'est le tome 6, Face à la meute de Miss Prickly et Kit Toussaint. Si vous avez bien suivi, je vous avais dit dans ma vidéo saga, que je vous mets juste là, que en fait tout simplement je m'étais mise à jour quelques jours avant que le tome suivant sorte, donc en fait j'étais à jour dans la série très peu de temps, maintenant c'est bon, c'est fait. Avant qu'un autre tome ne sorte, je pense que j'ai du temps. Donc, dans ce tome-ci, écoutez, il est en colo notre ami Jack. Donc pour le pitch de base, Jack, c'est un enfant qui a un pouvoir magique, on va dire ça comme ça. Il a le pouvoir de se transformer en animaux. Voilà. Donc ce que vous voulez comme animal, toutes les espèces que vous imaginez, mais ça vient avec un poids négatif. Ça le rend muet. Enfin je sais plus si ça le rend muet ou si juste il peut plus parler, mais je sais plus, mais il peut pas parler en tout cas. Donc c'est un petit peu compliqué. Il a une... Est-ce qu'on le voit sur la couverture? Non. Il a une sorte de petite libellule qui le suit partout. Non c'est une luciole, c'est pas une libellule. Il a une luciole qui le suit partout et avec qui il arrive à communiquer sans parler, vous voyez. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et en plus là à nouveau il y a une jolie morale parce qu'il est chez les scouts, plus ou moins, en tout cas en colo de vacances. Et il y en a qui
persécute tout le monde. Et il y a une morale là-dessus et c'est très très chouette et c'est très mignon. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce tome, hein, comme à chaque fois presque. La preuve, je lui ai mis 8,5 sur 10. Je suis pas sûre d'avoir dit que c'était aux éditions Dupuis. Maintenant c'est fait. Bon, on n'est pas dans la merde les petits potes, je viens de me rendre compte qu'il me reste 5 livres à vous présenter. Et que sur ces 5 livres, seul le suivant a été mis dans mon carnet. Donc déjà que je suis un peu perdue au niveau de ce que j'en ai pensé, etc., de ce qui se passait dedans parce que ça date. Mais alors il y en a 4 où je n'ai pas pris de notes. Donc il y en a un, je l'ai lu et acheté très récemment, j'ai envie de dire, c'est normal. Les 3 autres, ça date un peu, donc ça craint que je ne les ai pas notés. Je sais même plus pour quel mois les noter. Je pense que ça doit être juin, mais je suis même pas sûre. Donc j'espère que j'avais mis mon livre addict à jour à ce moment-là, parce que sinon je suis foutue, voilà. Donc, le dernier que j'ai écrit dans mon carnet, c'est Mashle, le tome 9 de Hajime Komoto, donc Mash Burn Dead et le tournoi des 3 académies, aux éditions Kazé. Aux éditions Kazé. Le pitch de base, Mashle Burn Dead vit dans un monde où il faut avoir de la magie, sinon on est tué à la naissance, ou en tout cas quand on vous découvre. Lui n'a pas été découvert avant, je sais pas, il doit avoir 15 ans au début du truc du style. Et donc il n'a pas de magie, mais son père l'a éduqué pour équilibrer son absence de magie avec sa force. Et du coup il est musclé à l'extrême, même s'il en a absolument pas l'air, c'est ça qui est d'autant plus drôle. Et ça table beaucoup, comme je le dis à chaque fois, sur le second degré, parce que clairement si vous le prenez au premier degré et que vous n'avez pas cet humour d'absurde, vous n'allez pas rigoler. Je n'ai pas non plus l'humour absurde de base, mais là ça me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment poussé à l'extrême et que c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même une cohérence, donc ça reste assez drôle. Je lui ai mis 8 sur 10, je l'ai apprécié, mais pas autant que les autres, parce que clairement on sent que c'est une préparation pour le tome suivant. C'est une sorte de tome passerelle si vous voulez. Donc forcément c'est moins bien, il y a quand même des trucs drôles, il y a quand même des trucs sympas, mais... voilà. Tu restes un peu sur ta faim et t'es en mode ah d'accord, bah j'aurais préféré lire celui-là, enchaîner avec le suivant, parce que celui-là pour le coup est vraiment pas terrible. Il est toujours très bien parce qu'il fait partie d'une très très bonne série, mais par rapport aux autres, il fait pas le poids. Voilà. Donc laissez-vous tenter si l'absurde vous fait rire, parce que je vous ai juste dit je vous ai donné le truc de base, mais je vous ai pas dit qu'en fait on va le forcer à rentrer dans une école de magie et il doit en sortir l'équivalent de major de promo. Je rappelle qu'il ne pratique pas la magie. Voilà. Donc série très drôle, si vous aimez le second degré, si vous aimez l'humour absurde, franchement n'hésitez pas. Moi ça j'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir le tome 10 parce que clairement ce tome 9 a fait un flop et n'a pas répondu à mes attentes. Eh bien on dit merci Livre Addict, sur laquelle manifestement je mets plus facilement ce que je lis. Et donc tout à l'heure quand je vous disais que ça me faisait penser à un autre livre de cette update, je parlais du Jardin des Fées, tome 1 Bergère des Fées, aux éditions Dracou de Alouette et Moretti. Là pour le coup on suit une jeune femme qui va découvrir des fées du coup. Et on sait qu'il y a toujours un berger des fées, mais là du coup il me semble, si je dis pas de bêtises, les fées sont en déclin parce qu'elles n'ont plus de berger ou de bergère depuis super longtemps. Mais c'est forcément un humain ou une humaine, le berger et bergère, et il s'en méfie parce qu'il y a eu une péripétie jadis à cause de ça. Et du coup on va suivre l'épopée de cette jeune femme qui découvre que les fées existent, etc. etc. Quoique elle savait peut-être déjà, je ne sais plus. Bref, c'était très sympa. C'est pas dans un style de dessin dont je raffole de base, mais j'étais vraiment intriguée par cette histoire de fée, et j'ai bien fait de m'y pencher, parce que je me rappelle plus de sa note, du coup, je vais tenter d'en improviser une. Avec le recul, je pense que je lui mérite très bien un 8, 8,5, je pense. Parce que c'était très très chouette, ça m'a beaucoup plu. Seul défaut, c'est que je le confonds avec l'autre, comme je le disais tout à l'heure, mais je pense qu'avant de le noter, je vais peut-être me le relire vite fait, sait-on jamais. Et je lirai la suite avec très grande envie, parce qu'il me semble que sur la fin, ça donnait envie d'enchaîner sur le suivant. Mais comme il n'est pas sorti, haha, bah ça va être compliqué. Début juin, j'ai aussi lu la série Masque, donc le premier tome, Le Masque sans visage, de Joël Jurion et Kit Toussaint, aux éditions Le Lombard. Deuxième apparition de Kit Toussaint. Et comme je l'avais dit dans mon mid-year book tag, enfin mid-year freak out book tag, machin truc là, donc de mi-année avec Laurine que je vous mets là-haut, eh bien écoutez, Kit Toussaint fait partie de ces auteurs de bande dessinée que je vais lire systématiquement parce que ça m'a énormément plu. Donc depuis j'ai fait des recherches, c'est bien un homme et c'est bien lui qui fait les scénarios, je ne pense pas qu'il dessine. Donc j'ai juste surkiffé. C'est vraiment les trucs que j'aimais beaucoup, gamine, préado, etc. Parce que c'est un truc de pouvoir. Et j'ai toujours adoré ça. Donc là on a des héros qui viennent de plein d'endroits différents, qui vont
avoir des masques en fait qui vont, quand ils mettent le masque, ils ont un super pouvoir. Donc je vais pas vous dire lequel. On suit 3 personnages dans ce tome là, il me semble. Et ça m'a énormément plu. Est-ce que c'est mon côté pré-ado qui ressort avec le fait que j'ai adoré les masques et que j'ai adoré l'histoire de pouvoir, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais clairement, l'instant où je vois la suite, je me l'achète et je le lis. Voilà. En plus, il y avait de la diversité. Je ne vais pas détailler le pourquoi du comment, mais je pense que déjà on voit une partie de la diversité à la couverture. Et il y a une diversité géographique qui vient de plein d'endroits différents, d'ethnies différentes. Il y a une autre type de diversité qu'on découvre assez vite, mais que j'ai pas envie de vous dire non plus là tout de suite. Bref, j'ai surkiffé ce livre et j'ai très envie que vous le lisiez aussi à votre tour. D'ailleurs, en regardant vite fait la pile à côté de moi, je pense que c'est ma recommandation de SFFF. Voilà, parce que bon, il y a des pouvoirs magiques, c'est forcément de la SFFF. Et ma recommandation de non-SFFF arrive en dernier. Je lui mets donc la note de 9 sur 10. Parce que je sais que j'ai préféré par rapport à tout ce que je vous ai présenté jusque là. Donc la note doit être au-dessus, en toute logique. Sur mon livre addict, c'est écrit que je l'ai lu le 14 juillet. Je sais que je ne l'ai pas lu le 14 juillet. Juillet, juin, j'en sais rien. C'est un mensonge, mais c'est ce qu'il y a écrit sur mon livre addict, donc c'est le mystère de la vie, j'ai envie de dire. On ne saura pas, mais donc cet été, on va faire large, cet été j'ai lu le 2e tome de Une sacrée mamie, enfin le 2e double tome. Là je suis sûre que je l'avais pas lu avant, parce que on m'avait prêté maximum jusqu'au tome 3, je sais plus jusqu'au combien, mais maximum jusqu'au tome 3, donc forcément là j'avais pas tout lu. C'est toujours aussi sympa, c'est toujours aussi marrant, c'est toujours aussi extraordinaire dans l'ordinaire, je sais pas comment le dire. Pour le pitch de base, on suit un héros qui vit avec son frère et sa maman, sauf que sa maman étant beaucoup trop pauvre pour s'occuper de 2 enfants à elle toute seule, elle décide d'envoyer son plus jeune fils, donc le héros, chez sa grand-mère, donc sa mère à elle, qui vit en race campagne, alors que lui de base je crois qu'il vit à Tokyo, un truc du style. Ça se passe dans les années 50, je dis peut-être des grosses bêtises, mais en tout cas c'est pas de nos jours, ça se déroule pas de nos jours du tout. Et donc on suit le héros là-bas et sa grand-mère roublarde au possible, non pas parce qu'elle est dans une quelconque mafia ou je ne sais quoi, mais parce qu'elle est encore plus fauchée que sa fille, mais elle trouve des moyens, des subterfuges, des techniques pour soit obtenir de la nourriture sans perdre d'argent, enfin sans l'acheter quoi. Enfin bref, elle a plein de techniques, toutes les plus what the fuck les unes que les autres. Et c'est très sympa de suivre donc les épopées de ce jeune garçon et de la grand-mère dans leur quête de survie presque, j'ai envie de dire, dans ce qui se passe à l'école pour lui, etc. etc. Dans le fait que la grand-mère est mine de rien très généreuse alors qu'elle a pas un rond et que bah, c'est compliqué d'être généreux dans ce genre de cas normalement. Et c'est toujours un tranche de vie que j'apprécie lire. Par contre, faut pas trop m'en demander, là, honnêtement, avec le recul, incapable de vous le noter. Et enfin, le livre que je vous recommande le plus en non-SFFF, et c'est vache de ma part parce qu'il n'existe plus en papier, mais seulement en numérique, si je dis pas de bêtises, c'est Pas mon genre de Yatou aux éditions Marabule. Pourquoi il n'existe plus en papier? Eh bien tout simplement parce que l'éditeur a décidé d'arrêter de le publier et que l'autrice a décidé de ne pas l'auto-éditer. Donc il me semble qu'il existe toujours une version numérique sur le site de Yatou, mais c'est un peu tout, j'ai envie de vous dire. Donc, de quoi ça parle? Eh bien j'ai envie de vous dire que le titre vous explique tout, c'est-à-dire qu'on va suivre Yatou, l'autrice elle-même, qui explique que oui c'est une fille, mais non elle ne correspond pas à tous les stéréotypes et les images qu'on se fait d'une fille, notamment collège-lycée, parce que je sais pas si elle a le même parcours que moi de ce point de vue-là, mais moi collège-lycée, pareil, je me présentais toujours en mode ouais je suis une fille mais je suis pas une fille. Vous voyez, genre j'étais le garçon manqué par excellence en mode je suis une fille mais je suis pas une fille. Puis j'ai grandi et j'ai découvert qu'il y avait plein de filles qui n'étaient pas des filles, entre énormes guillemets. Et on a l'impression qu'elle a un petit peu ce même parcours Yatou et qu'elle rend le tout humoristique, etc. En comparaison, enfin en comparant les filles ultra féminines, etc. Et elle qui est en mode ouais j'aime Pokémon et Sonic, ouais trop bien. Tout le monde est en mode mais t'es vraiment pas une fille. Enfin bref, et par exemple à l'arrière, mais si le personnage principal est une fille, c'est donc un album pour filles. Et elle est en face, blasée, et elle lui fait ta gueule. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est à l'image de ce qui se passe dedans. C'est très sympa. Ça vaut pas Erika et les princes en détresse, qui doit être par là, je pense. Ouais, c'est là, mais je suis pas sûre que vous le voyez. Bref. Mais c'est la BD à l'origine d'Erika et les princes en détresse, puisqu'à la toute fin, une partie de la BD, du coup, elle... voilà, à partir de là, elle se met en scène elle-même en tant que princesse qui viendrait sauver un prince d'un dragon et en inversant les rôles, et du coup forcément c'est à partir de là qu'est née Erika et les princes en détresse.
Voilà, donc ça c'est ma recommandation non SFFF, mais désolé, vous ne pourrez la lire qu'en numérique. J'imagine que si je devais la noter, je mettrais aussi 9 ou 9,5 sur 10. Voilà, c'en est tout pour cette update de graphique, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous louez mon courage parce que pour faire cette vidéo, je tourne le fameux lundi qui est censé être le plus chaud de France. J'ai vu ça hier, voilà. Donc moi je tourne ça le lundi 18, un truc du style, je crois. Où il fait super chaud, où j'ai les lights sur ma tronche, où j'ai mis un t-shirt pour vous les gens. J'aurais bien tourné en brassière, mais je me suis dit que je me devais de vous respecter un minimum. Voilà, donc je n'ai pas tourné qu'en brassière. Mais l'envie était là, je vous jure. Bref, sur ce, des bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Pour l'emoji du jour, j'ai envie que vous mettiez des trucs très féminins, parce que pas mon genre. On va finir là-dessus, c'est pas mon genre les trucs très féminins, ce n'est peut-être pas le vôtre. Donc je veux voir des rouges à lèvres, je veux voir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc très féminin? Des trucs de maquillage, c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de trucs de coiffure. Mais balancez vos emojis archi féminins. Voilà, c'est parti. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, par contre, on va se le dire, je vous ai respecté assez pour me mettre en t-shirt, mais c'est quand même mon short de pyjama, hein. Faut pas déconner.